Je suis là, dans la salle de conférence, un public captif, pendant que Jennifer, ma femme depuis 12 ans, m'annonce que mon contrat de travail est terminé. Plus qu'un simple licenciement, c'est une élimination. Vos services ne sont plus requis, déclare-t-elle avec une froideur distante. Videz votre bureau d'ici demain et quittez le bâtiment ce soir. Je me suis contenté de hocher la tête et de lui adresser un faible sourire. La journée de demain s'annonce intéressante. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. J'ai rencontré Jennifer Morrison pour la première fois il y a 13 ans, lors d'un gala de bienfaisance à Seattle. J'avais 24 ans, je travaillais dans une petite société de conseil et j'aidais à coordonner la logistique de l'événement. Elle, à 26 ans, était une jeune diplômée d'un MBA et la fille de Richard Morrison, le propriétaire de Morrison Tech Industries. Elle était d'une beauté saisissante, mais surtout elle était exceptionnellement intelligente. Elle avait le don de vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce quand elle vous écoutait. Elle m'a trouvé en plein état de panique, en train d'essayer de réparer un microphone défectueux. « Vous avez besoin d'aide ?» a-t-elle demandé. Sans même lever les yeux, j'ai répondu « À moins que vous n'ayez un diplôme en ingénierie du son, probablement pas. » Elle a gloussé. « J'ai un diplôme en administration des affaires, mais j'ai travaillé comme technicienne de scène pendant 3 étés au lycée. » En seulement 30 secondes, elle avait réglé le problème. Nous avons discuté jusqu'à 2 heures du matin. Elle a raconté son enfance dans les cercles huppés de Seattle, la pression qu'elle subissait et la façon dont son père préparait son frère, Brandon, à reprendre l'entreprise familiale, alors que Brandon rêvait de devenir photographe. J'ai raconté des histoires de mon enfance à Tacoma, de l'abandon de mon père quand j'avais 8 ans. Ma mère a cumulé 3 emplois pour subvenir à nos besoins. « L'argent ne vous impressionne pas ?» a-t-elle remarqué. « Devrais-je l'être ?» ai-je rétorqué. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé que j'étais différent, quelqu'un qui valait la peine d'être conquis. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne sois présenté à son père. Richard Morrison était un personnage intimidant. Du haut de ses 1,90 m, avec ses cheveux argentés et une voix qui résonnait comme le tonnerre, il avait transformé la petite entreprise technologique de son grand-père en un acteur régional majeur, s'assurant des contrats avec tous les grands noms du Nord-Ouest Pacifique. Il ne m'accordait que peu de crédit. « Un consultant », a-t-il fait remarquer lors de notre premier dîner. « Qu'est-ce que cela implique exactement ?» Je lui ai expliqué. J'aide les entreprises à optimiser leurs opérations, à identifier les inefficacités et à mettre en œuvre des solutions. « Cela ressemble à du simple bon sens », a-t-il répondu avec dédain. Jennifer a toutefois pris ma main directement sur la table. « Papa, je l'aime. » Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Les gens pensent souvent que l'argent résout les problèmes. Ce n'est pas le cas. Il ne fait que les changer. Pendant notre première année de mariage, nous avons vécu dans un appartement que son père nous avait acheté. J'ai continué à travailler comme consultant, tandis que Jennifer gravissait avec diligence les échelons chez Morrison Tech, déterminée à prouver sa valeur malgré son nom de famille. Nous étions heureux. Nous restions souvent éveillés tard dans la nuit, à discuter de stratégie commerciale, et elle absorbait mes conseils. « Tu devrais travailler avec nous », a-t-elle suggéré un soir. « Ton père n'apprécierait pas ça », ai-je répondu. Elle a insisté sur le fait qu'il respectait les résultats. Elle avait raison, d'une certaine manière. 2 ans plus tard, Richard m'a offert un poste, non pas dans les opérations, où j'aurais pu réellement aider, mais dans le développement commercial, dans la vente. Au début, j'étais terrible. « Tu es trop honnête », m'a confié son oncle Marc après que j'ai manqué de conclure un contrat important. « Tu dois en rajouter. » Mais j'ai appris. On apprend ou on coule. Pendant ce temps, l'ascension de Jennifer était fulgurante. Elle est passée d'analyste à manager, puis à directrice et finalement à vice-présidente. Elle était brillante et possédait la perspicacité stratégique de son père combinée à l'intelligence émotionnelle de sa mère. Lorsque sa mère, Grace, est décédée d'un cancer 5 ans après notre mariage, Jennifer a canalisé son chagrin dans son travail. Elle a créé un département de technologie durable, a décroché des contrats importants et est devenue indispensable. Richard a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 3 mars. Il a passé 4 mois cloué au lit, son esprit vif mais son corps défaillant. Jennifer lui rendait visite tous les jours, tout comme moi. Il est décédé le 14 juillet.
Lors de la lecture du testament 3 jours plus tard, Jennifer a hérité de la majorité des actions et du poste de PDG. Brandon a reçu 20% des parts de l'entreprise, ainsi que les moyens de poursuivre sa passion pour la photographie. Jennifer avait désormais le contrôle total. Ce soir-là, elle a ouvert une bouteille de vin coûteux. « À papa », a-t-elle trinqué. Je lui ai assuré qu'elle serait extraordinaire. Elle m'a fixé d'un regard froid. On verra bien. Cela a commencé subtilement. Jennifer travaillait plus longtemps, rentrant à 9, 10, 11 heures du soir. Des appels le week-end, des voyages d'affaires qui se prolongeaient. J'établis mon autorité, a-t-elle expliqué. Je comprenais que prendre les rênes après la mort de son père exigeait des sacrifices. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi je devais être l'un de ces sacrifices. Les dîners étaient annulés, les moments intimes disparaissaient, les conversations s'éteignaient. Nous nous sommes transformés en colocataires, puis en étrangers et finalement en adversaires, bien que seul l'un de nous en soit conscient à ce moment-là. J'ai essayé d'organiser des soirées romantiques. Je ne peux pas. Je dois me préparer pour des réunions du conseil d'administration. Michael, s'il te plaît. Je suis sous une pression énorme. Laisse-moi de l'espace. De l'espace ? Combien d'espace faut-il avant qu'un mariage ne s'estompe en un simple souvenir ? Puis, il y a 6 mois, je suis tombé sur le dossier. Jennifer avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. J'étais en train de préparer du café quand j'ai vu mon nom à l'écran. Michael Stevens, plan de licenciement. Je me suis assis et j'ai lu les 23 pages, datées de 3 mois auparavant, ce qui indiquait qu'elle planifiait cela depuis janvier, 3 mois après la mort de son père. Section 1. Transition professionnelle. Michael Stevens occupe actuellement le poste de directeur principal du développement commercial. Bien que sa performance soit satisfaisante, ses compétences ne sont pas alignées sur l'orientation future de l'entreprise. Licenciement au 3e trimestre de 2042. Indemnité de départ standard de 6 mois, non négociable. Satisfaisant, non aligné, indemnité standard. La précision clinique était stupéfiante. Section 2. Transition personnelle. La dissolution du mariage simultanément au licenciement professionnel crée une rupture nette sans enchevêtrement émotionnel prolongé. Demande de divorce déposée immédiatement après le licenciement. Michael conserve l'appartement en centre-ville, Jennifer conserve toutes les parts de l'entreprise, la propriété familiale et les investissements. Aucune pension alimentaire n'est requise, compte tenu de la capacité de Michael à trouver un emploi, et le mariage de 12 ans est en deçà du seuil de soutien permanent, en vertu de la loi de l'État. Section 3. Contrôle narratif. Attendre 9 à 12 mois après la prise de fonction de PDG. Établir un modèle de restructuration à l'échelle de l'entreprise. Présenter le licenciement de Michael comme un réalignement stratégique et non comme une décision personnelle. Soutien du conseil d'administration assuré. Marc, Alex et Martin sont tous favorables. Elle avait méticuleusement calculé chaque détail, réduisant 12 ans de mariage à une feuille de calcul de répartition des actifs. La dernière section était simplement intitulée « Notes ». Michael est une bonne personne. Cela ne reflète pas son caractère, mais il était le choix de papa, pas le mien. Le mari acceptable, qui pouvait être façonné pour devenir un Morrison. J'ai passé 12 ans à l'intégrer à cette vie. Il a passé 12 ans à s'y adapter. Ce n'est pas un mauvais homme, il n'est tout simplement pas mon homme, plus. Peut-être ne l'a-t-il jamais été. Je dois nous libérer tous les deux, même s'il me déteste. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, puis j'ai refermé l'ordinateur portable et je suis retourné à mon café. Lorsque Jennifer est sortie 20 minutes plus tard, je lui ai souri. « Bonne douche ?»« Parfaite », a-t-elle répondu. « Tu veux que j'aille chercher le déjeuner ?» Nous sommes allés dans son restaurant préféré, nous avons échangé des banalités et nous nous sommes tenus la main en rentrant. Le couple parfait en apparence. Et tout ce temps, je pensais au 3e trimestre de 2024, ce qui signifiait qu'il me restait 3 mois avant que tout ne s'effondre. Ce soir-là, j'ai commencé à constituer mon propre dossier. Voici ce que personne ne vous dit sur la vengeance.
Elle exige de la patience. La vengeance n'est pas une émotion passagère, c'est une méthodologie consciente. C'est un jeu de longue haleine, joué avec des informations irréprochables et un dévouement inébranlable. J'ai commencé par l'entreprise, j'étais employé chez Morrison Tech depuis 8 ans. J'étais au développement commercial, techniquement en dehors du cœur de métier, mais je n'étais pas ignorant. Je connaissais le personnel, j'avais un accès au système, et je comprenais les rouages internes. Et Richard m'avait accordé sa confiance. Au cours de ces dernières années, il avait commencé à m'inclure dans ses emails, à me demander mon avis et à m'inviter à des séances de planification qui n'avaient rien à voir avec mon travail. « Vous avez un instinct aigu », m'avait-il dit un jour. « Vous saisissez les choses avec clarté. » J'ai réalisé qu'il me préparait, qu'il m'avait donné accès à des informations et à des autorisations système qui n'avaient pas été révoquées après sa mort. J'ai lancé le processus de téléchargement de tout. Chaque document, chaque historique d'email, chaque rapport financier. J'ai tout copié sur un disque dur crypté que je gardais dans mon sac de sport en supposant que Jennifer n'irait jamais le fouiller. Ce que j'ai découvert était assez révélateur. Morrison Tech était rentable, mais profondément inefficace. Richard avait bâti un empire grâce à sa personnalité, mais les opérations réelles étaient chaotiques. Des processus redondants, une gestion gonflée, des contrats fournisseurs datant de plusieurs décennies et une infrastructure informatique maintenue avec du ruban adhésif. Jennifer en était consciente. L'histoire de la restructuration n'était pas qu'un prétexte. L'entreprise avait réellement besoin d'une restructuration. Cependant, elle s'y prenait de la mauvaise manière. Licencier du personnel sans comprendre leurs tâches, renégocier des contrats sans tenir compte du capital relationnel et mettre en œuvre des systèmes sans formation adéquate. Elle commettait des erreurs catastrophiques, et le conseil d'administration la laissait faire, car il était composé de vieux routiers hésitant à saper la nouvelle PDG pendant sa difficile phase de transition. J'ai continué à tout documenter, à créer des tableaux et des analyses qui montraient précisément comment les changements de Jennifer coûtaient de l'argent, aliénaient les employés et créaient des goulots d'étranglement. Je faisais cela la nuit, après qu'elle se soit endormie, les week-ends, quand elle était au bureau et pendant mes pauses déjeuner dans la voiture. Puis, j'ai commencé à enquêter sur la vie privée de Jennifer. Je ne voulais pas y croire. Cependant, après avoir découvert le plan de licenciement, je ne pouvais plus me voiler la face. Par conséquent, j'ai engagé un détective privé du nom de Marcus Reed, qui m'avait été recommandé par un client qui avait eu recours à ses services lors d'un divorce acrimonieux. « Que voulez-vous que je recherche ?» a demandé Marcus lors de notre première rencontre. Je lui ai présenté les pages pertinentes du plan de Jennifer. « Elle est minutieuse », a-t-il remarqué. « C'est une PDG. »« Donnez-moi 2 semaines », a-t-il appelé 12 jours plus tard. « Votre femme a une liaison. » Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. 8 mois. Le même mois où elle a commencé à élaborer le plan de licenciement. Avec qui? Ryan Cooper. Il est directeur de l'exploitation chez Summit Tech Solutions, un de vos clients importants. Leur première rencontre a eu lieu l'automne dernier, lors de négociations contractuelles. Marcus m'a fourni des preuves photographiques montrant Jennifer et Ryan en train de dîner dans divers restaurants, d'entrer dans des hôtels à Bellevue et de s'embrasser intimement tard dans la nuit dans le parking de Morrison Tech. Compte tenu de la fréquence et de la nature de leurs interactions, je qualifierais la relation de significative. Marcus a indiqué que leur rencontre avait lieu 2 à 3 fois par semaine. Je suppose qu'elle s'attend à un divorce rapide, ce qui rend ce calendrier sans importance pour elle. Sans surprise, le licenciement professionnel a été immédiatement suivi par la dissolution privée, une séparation propre. Elle était manifestement passée à autre chose. J'étais juste le dernier fil qui tenait. J'ai besoin de plus d'informations. J'ai tout raconté à Marcus. Ses antécédents, leur communication, accessible ou non, et les imbrications financières. J'exige des informations complètes. Sur une période de 3 mois, Marcus a mérité chaque centime. Ryan Cooper, 42 ans, divorcé et ambitieux, avait transformé Summit Tech d'une modeste société de conseil à une entité régionale importante. Son entreprise générait 8 millions de chiffres d'affaires annuels grâce à ses transactions avec Morrison Tech.
Bien que cela ne suffise pas à affaiblir l'une ou l'autre entreprise, c'était suffisamment substantiel pour être significatif. Il poursuivait également une expansion en menant des discussions avec des investisseurs. Un homme de son envergure qui entame une relation avec une directrice générale. Marcus supposait qu'il ne s'agissait pas de romantisme, mais plutôt d'une manœuvre stratégique. Il aurait profité de cette relation pour consolider sa position, peut-être en recherchant des contrats d'exclusivité ou des conditions préférentielles. Je devais déterminer si Jennifer était complice ou simplement exploitée. Par conséquent, j'ai commencé à assister à des événements de réseautage que Ryan fréquentait. Je m'assurais de me présenter comme le mari de Jennifer. Ryan possédait un charme conventionnel et élégant. Une coupe de cheveux soignée, une montre coûteuse, une poignée de main ferme et un sourire rodé. Notre conversation sur les tendances commerciales a duré 20 minutes. Pendant ce temps, je l'examinais attentivement, attentif à ses omissions. Je suis arrivé à la conclusion que l'évaluation de Marcus était juste. Ce n'était pas de l'amour, mais une stratégie calculée. Ryan voyait en Jennifer une opportunité. Il me restait 3 mois avant la fin du 3e trimestre. J'ai rassemblé toutes les informations dans un fichier principal et j'en ai créé plusieurs copies. Une clé USB cryptée, un espace de stockage cloud inconnu de Jennifer, une copie physique et un coffre-fort enregistré au nom de ma mère. Le fichier contenait une analyse détaillée de chaque décision opérationnelle prise par Jennifer depuis sa prise de fonction en tant que directrice générale, des violations de la gouvernance d'entreprise, des conflits d'intérêts liés à des relations et le plan de licenciement complet. Cependant, j'avais besoin d'alliés. Jennifer s'était assuré le soutien de Richard, Alex et Martin, mais il y avait 2 membres externes du conseil d'administration. Dr Helen Carter, professeure émérite d'économie spécialisée dans le comportement organisationnel, et Thomas Jackson, un ancien dirigeant d'une autre entreprise technologique. Tous 2 étaient inconnus pour poser des questions difficiles. Je les ai contactés individuellement par email personnel. J'ai exprimé mes préoccupations concernant certaines décisions opérationnelles chez Morrison Tech et ma documentation continue de schémas troublants. J'ai proposé de partager ces informations sans aucune condition préalable, afin qu'ils puissent agir à leur guise. Dr Carter a répondu en premier, suggérant une rencontre dans un lieu neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de l'université. Je lui ai présenté un résumé de mes recherches, omettant les détails de la liaison et du plan de licenciement, et me concentrant uniquement sur les irrégularités opérationnelles et financières. Elle a passé 20 minutes à examiner le document. « C'est accablant », a-t-elle déclaré. « Je veux que le conseil d'administration assume ses responsabilités. Je veux un contrôle. » Je veux que quelqu'un pose des questions difficiles. « Êtes-vous conscient que cela pourrait détruire votre mariage ?» a-t-elle demandé. « Mon mariage est déjà terminé, » ai-je répondu doucement. Jennifer ne me l'a juste pas encore annoncé. Elle m'a examiné attentivement. Je vais parler à Thomas. Nous allons examiner ce que vous nous avez donné. Aucune promesse. C'est tout ce que je demande, ai-je répondu. Jennifer a annoncé une réunion du conseil d'administration pour le 15 octobre, dans 3 semaines. J'ai immédiatement compris sa signification. Le 3e trimestre se terminait le 30 septembre. Elle prendrait 2 semaines pour finaliser les rapports, puis fixerait la réunion à la mi-octobre, exactement comme elle l'avait prévu. « J'ai besoin de votre coordination », m'a-t-elle indiqué. « Envoyez les invitations, organisez le traiteur. »« Quel est l'ordre du jour ?» ai-je demandé avec désinvolture. « Annonce de la restructuration, rationalisation du développement commercial pour se concentrer sur l'acquisition numérique de clients. » Ça y est, la formulation exacte de son plan. J'ai contacté Marcus. Les délais ont été avancés. Réunion du conseil d'administration le 15 octobre. C'est là que ça se passe. Êtes-vous prêt ? Je suis en train de m'y préparer. J'ai besoin d'une preuve de la liaison. Vidéo, si possible. Quelque chose d'irréfutable avant la réunion du conseil d'administration. Ça fait 2 semaines. Pouvez-vous fournir ça ? Ça va coûter cher. Le coût m'est égal. Marcus m'a contacté le 12 octobre, 3 jours avant la réunion. Je l'ai. La vidéo de surveillance de l'hôtel montre votre femme et Ryan entrant ensemble à l'hôtel Riverside mardi dernier à 19h
et le quittant ensemble le lendemain matin à 6 heures, ainsi qu'un enregistrement audio de leur conversation au bar de l'hôtel auparavant. J'ai écouté 30 secondes. Le rire de Jennifer. Ryan, qui jurait qu'il avait pensé à elle toute la journée. J'ai arrêté la lecture. Ça suffit. C'est parfait. Le 15 octobre arriva sous la pluie. Jennifer s'était levée tôt et portait son tailleur de pouvoir. Grand jour, ai-je remarqué. Oui, c'en est un. Merci d'avoir tout coordonné. Elle posa son café, s'approcha de moi et posa sa main sur mon bras. Mike, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je te respecte. Je respecte ce que tu as apporté à cette entreprise, à cette famille. Son utilisation du passé était intentionnelle. La réunion du conseil d'administration commença à 10 heures. La salle de réunion au 20e étage avait des baies vitrées donnant sur Seattle. J'avais aidé à concevoir cette pièce il y a 3 ans. Maintenant, j'étais assis dedans, à regarder ma femme préparer mon licenciement. Les membres du conseil d'administration arrivèrent. Marc semblait mal à l'aise. Alex était absorbé par son téléphone. Martin portait son porte-documents coûteux. Le docteur Carter arriva et croisa brièvement mon regard. Un signe de tête subtil. Thomas Jackson arriva en dernier et sortit un carnet en cuir. Jennifer prit place en bout de table. Merci à tous d'être ici. Nous avons plusieurs points à discuter, mais j'aimerais commencer par la restructuration opérationnelle. Elle projeta sa présentation. Morrison Tech fonctionne avec le même modèle commercial depuis 2 décennies. Le marché a évolué. L'acquisition de clients par le numérique est aujourd'hui le principal moteur de la croissance. Nous devons changer de cap. Elle passa à la diapositive suivante, affichant l'organigramme. Nous supprimons 3 postes de direction et 2 postes de débutants, et réorientons les ressources vers le marketing numérique et l'automatisation de la gestion de la relation client. Mon nom n'apparaissait pas encore sur la diapositive, mais tout le monde savait ce qui allait arriver. Mike, commença Jennifer, sa voix s'adoucissant légèrement. Je tiens à te remercier pour tes 8 années de service. Tu as joué un rôle déterminant dans l'entretien des relations avec les clients. Cependant, ton poste fait partie de ceux qui seront supprimés. Tes services ne sont plus en phase avec notre orientation stratégique. Elle passa à une autre diapositive qui détaillait les indemnités de départ. Nous offrons une indemnité de départ généreuse, 6 mois de salaire, le maintien de la couverture médicale. Puis, peut-être incapable de se retenir, elle ajouta « Votre pauvre amour n'est plus nécessaire non plus. » Certains membres du conseil d'administration jetèrent des regards irrités, les yeux de Martin s'écarquillèrent. Cela n'était pas prévu dans le scénario. « Pardon, » intervint le docteur Carter. « Pourriez-vous préciser cette dernière déclaration ?» Jennifer réalisa son erreur. « Je voulais dire le poste. Le poste n'est plus nécessaire. » Mais le mal était fait. Elle avait révélé quelque chose, avait laissé le personnel empiéter sur le professionnel. « Videz votre bureau d'ici demain, » continua Jennifer, essayant de reprendre le contrôle. Et j'ai commencé à rire. Pas fort, pas hystérique, juste un petit rire discret et sincère. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. « Désolé, dis-je toujours souriant, je ne voulais pas interrompre. Veuillez continuer. » La mâchoire de Jennifer se crispa. « Est-ce que quelque chose est drôle, Mike ?» ?»« Non, » répondis-je. Je me levai lentement. « Vous savez, tout est parfaitement clair. Merci pour l'opportunité. » Je me suis retourné pour partir. « Mike » appela le docteur Carter. « Avant que vous ne partiez, j'aurais quelques questions pour Jennifer concernant ce plan de restructuration. Si vous pouviez peut-être rester. » Je m'arrêtai et me retournai. « Bien sûr. » Jennifer sembla incertaine. « Hélène, je ne suis pas sûr des questions que vous pourriez avoir. Le plan de restructuration a été examiné. »« Par qui ?» demanda Thomas. « Par Martin et moi. »« Pas par l'ensemble du conseil d'administration. » Constata Gilles Hélin, ce n'était pas une question.
Le PDG a le pouvoir de prendre des décisions opérationnelles sans l'approbation de l'ensemble du conseil, intervint Martin. Dans certains paramètres, rétorqua Thomas, une restructuration majeure qui supprime 20% d'un département nécessite généralement une consultation du conseil. Ceci est une consultation, insista Jennifer. Ceci est une notification, répondit Hélène doucement. Vous avez déjà pris la décision, préparé les indemnités de départ, fixé le calendrier. Elle sortit sa tablette. J'ai examiné la performance opérationnelle de Morrison Tech au cours des 9 derniers mois. Les ventes ont diminué de 6% en glissement annuel. Les taux de satisfaction des employés ont considérablement chuté. Nous avons perdu 2 contrats importants avec des clients. Entre-temps, vous avez approuvé plusieurs dépenses importantes sans appel d'offres concurrentiel, notamment un contrat de 12 millions de dollars avec Summit Tech Solutions, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à leur accord précédent. Summit Tech est un partenaire éprouvé, s'est défendue Jennifer. Le gain de temps en évitant la procédure d'appel d'offres justifiait les coûts plus élevés. Vraiment ? A rétorqué Thomas. Parce que, selon une analyse que j'ai reçue, d'autres fournisseurs auraient pu fournir des services similaires pour 30% de moins. Cela fait une différence de 3,5 millions de dollars. Jennifer a jeté un coup d'œil à Martin. D'où vient cette analyse ? Hélène m'a regardé. Mike, c'était ça, le moment que j'attendais depuis 3 mois. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un classeur. Pas le dossier complet qui serait mis à disposition plus tard si nécessaire, mais suffisamment. Analyse opérationnelle, données financières, documentation de mauvaises décisions. Je documente les préoccupations opérationnelles depuis plusieurs mois, ai-je déclaré calmement. En tant que personne qui travaille en étroite collaboration avec cette entreprise depuis 8 ans, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'assurer que les membres du conseil d'administration disposent d'informations complètes. J'ai distribué des copies à Hélène et Thomas. Vous avez agi dans mon dos, a accusé Jennifer. J'ai transmis des informations à des membres du conseil d'administration qui ont le devoir fiduciaire de superviser les opérations de l'entreprise, ai-je rectifié. Ce n'est pas agir dans votre dos, c'est garantir une bonne gouvernance d'entreprise. C'est inapproprié, a déclaré Martin. Mike, en tant qu'employé sur le point d'être licencié, vous avez un conflit d'intérêts évident, c'est pourquoi je demande au conseil de ne pas prendre de mesures en mon nom. J'ai confirmé que j'acceptais mon licenciement. Bien que j'accepte l'indemnité de départ, le conseil d'administration méritait d'être informé des graves lacunes opérationnelles qui allaient au-delà de ma situation personnelle. Hélène était absorbée par la lecture des documents, tout comme Thomas. C'est remarquablement détaillé, a fait remarquer Hélène. Je suis fier de ma rigueur, ai-je répondu. Jennifer s'est alors levée de sa chaise. Cette réunion ne devrait pas dégénérer en une discussion sur l'analyse personnelle de Mike, mais se concentrer sur le jugement du PDG, a interrompu Thomas. Et honnêtement, Jennifer, d'après ce que j'ai observé ici, j'ai de sérieuses préoccupations concernant votre prise de décision au cours des 9 derniers mois. Je ne suis PDG que depuis 9 mois, a rétorqué Jennifer. Je suis dans mon droit d'initier des changements. Vous êtes en droit d'initier des changements compétents, a contré Thomas. Hélène a poursuivi. Des changements qui renforcent l'entreprise au lieu de la saper. Des changements fondés sur des considérations stratégiques et non sur des agendas personnels. Le silence s'est abattu sur la pièce. L'expression « agenda personnel » résonnait dans l'air. Jennifer m'a fixé du regard et j'ai vécu l'instant précis où elle a compris. Je savais pour Ryan. J'étais au courant de la liaison. J'étais au courant de toute la situation. Je propose que nous reportions à plus tard toute discussion concernant mon licenciement, ai-je dit calmement. Le conseil d'administration a sans aucun doute besoin d'un dialogue plus approfondi concernant la stratégie opérationnelle. J'ai tourné mon regard vers Jennifer. Je vais vous attendre dehors que vous me fassiez signe. J'ai quitté la pièce. La porte s'est refermée avec ce clic subtil, mais indéniablement cher. Dans le couloir, j'ai retrouvé mon sourire, alimenté par l'anticipation que le lendemain matin resterait intéressant. La réunion du conseil d'administration a duré 4 heures. Je suis resté dans le salon du personnel à boire le café déplorable. À 2h15, mon téléphone a vibré.
Hélène, nous devons nous rencontrer demain, 9 heures, même café. À 5 heures, Jennifer est finalement sortie, visiblement épuisée. Nous devons parler, a-t-elle dit d'un ton résolu. Chez moi. Je vous y rejoindrai. À mon arrivée à la résidence, Jennifer était déjà là, accompagnée de vin. Depuis combien de temps le savez-vous ? A-t-elle demandé. Pour toute cette affaire ? Depuis juin, ai-je répondu, et elle a fermé les yeux. Comment avez-vous obtenu cette information ? J'ai découvert votre plan de dépôt de dossier. Il était exceptionnellement complet. J'ai ensuite engagé un détective privé. Il a confirmé mes soupçons. Vous et Ryan Cooper, 8 mois, des rendez-vous secrets dans des hôtels à Bellevue et Kirkland. Je détiens des preuves vidéo, des enregistrements audio, des relevés téléphoniques et des documents financiers qui attestent de votre approbation d'un contrat de 12 millions de dollars pour sa société, à peine 2 mois après le début de votre liaison. Je détiens des preuves irréfutables, Jennifer. Chaque mensonge, chaque jour passé, chaque calcul, chaque moment où vous m'avez considéré comme interchangeable. Elle s'effondra dans un fauteuil. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Comment ça devait se passer, alors ? Vous mettriez fin à mon contrat et j'accepterais mon indemnité de départ habituelle. Nous procéderions à une dissolution amicale de notre mariage. Vous entameriez ensuite une relation avec Ryan. C'était ça le plan. Vous n'étiez pas censé être une solution à long terme, avoua-t-elle à voix basse. Tu dois comprendre ça, n'est-ce pas ? C'est mon père qui vous a choisi, pas moi. Il vous a choisi parce que vous étiez fiable, malléable, le mari type qui ne constituerait aucune menace pour l'héritage familial. Je me suis efforcé de développer de l'affection pour vous à la hauteur de ce que vous méritiez, mais vous restiez son choix, pas le mien. C'est pourquoi Ryan incarne votre choix. Ryan est ce quelqu'un qui me perçoit comme son égal, quelqu'un qui veut construire quelque chose avec moi, au lieu de simplement soutenir une structure que je construis. Tu aurais pu me parler, dis-je. Tu aurais pu faire preuve d'honnêteté. Au lieu de ça, tu as élaboré un plan stratégique pour m'évincer. Tu m'as traité comme un problème qui nécessitait une solution et tu as entamé une liaison avec un partenaire commercial. Vous avez profité de votre position de PDG pour accorder des avantages à la société de Ryan. Vous avez mis en péril les intérêts de Morrison Tech à des fins personnelles. Et maintenant, le conseil d'administration est au courant de ces informations. « Que désires-tu » demanda-t-elle finalement. Je réfléchis à cette question. Je désire que vous reconnaissiez que je n'étais pas interchangeable. Je désire que vous reconnaissiez que les années que nous avons passées ensemble avaient de la valeur, quelle que soit leur fin. Je désire que vous compreniez que vous avez pris des décisions et que ces décisions ont des conséquences. J'accepte l'indemnité de départ. Je viderai mon bureau demain. J'entamerai le processus de transition. Nous allons entamer une procédure de divorce. Mais je veillerai également à ce que le conseil d'administration soit informé de tous les détails pertinents. Pas la liaison, qui reste une affaire entre vous, Ryan et votre conscience, mais les lacunes opérationnelles, les préoccupations financières et le schéma constant de décisions erronées. Le conseil d'administration mérite ces informations, car Morrison Tech mérite un PDG qui prend des décisions basées sur la stratégie, plutôt que sur les émotions et les relations interpersonnelles. Ils vont forcer ma démission, murmura Jennifer. Peut-être. Alternativement, ils pourraient vous donner la possibilité de rectifier la situation. Cette décision vous appartient. Je pris mes clés. Je vais passer la nuit à l'hôtel. Daniel, cria-t-elle. Je me retournai. Pour ce que ça vaut, tu as toujours dépassé les normes qui étaient requises pour moi, pour cette famille. Non, répondis-je. J'étais précisément adéquat. Tu n'as juste pas su le reconnaître. Le lendemain matin, je rencontrai Hélène. Elle me fit glisser une tasse de café sur la table. Le conseil d'administration s'est réuni à nouveau hier soir, commença-t-elle. Une réunion extraordinaire sans Jennifer. Nous avons décidé d'entamer un examen approfondi des opérations, de faire appel à des consultants externes et de soumettre chaque décision importante prise par Jennifer depuis sa prise de fonction en tant que PDG à un examen minutieux.
Cette tâche prendra au moins 3 mois, voire plus. Qu'adviendra-t-il d'elle maintenant ? Demandai-je. Elle reste PDG, mais sous la stricte supervision du conseil d'administration. Chaque mesure importante devra être approuvée par Thomas et moi. Essentiellement, elle est en période d'essai. J'acquiesçai. Cela semble juste. Vous auriez pu exercer plus de pression, remarqua Hélène. Vous aviez le pouvoir d'exiger sa démission. Je reconnais que j'aurais pu le faire, admis-je. Mais ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'une question de vengeance, mais de responsabilité. Jennifer a commis des erreurs graves, mais elle n'est pas intrinsèquement incompétente. Elle possède de l'intelligence. Elle a simplement laissé sa vie privée altérer son jugement. Si elle parvient à démêler les deux avec succès, elle pourrait peut-être encore exceller dans son rôle. Hélène sourit faiblement. Tu fais preuve d'un plus grand degré de pardon que la plupart des gens. Elle sortit un dossier. Le conseil d'administration souhaite que tu sois réintégré. Un contrat de 6 mois. Vous allez devoir collaborer avec les auditeurs, expliquer l'histoire de l'entreprise et aider à résoudre les problèmes existants. Je la fixais, incrédule. Vous êtes sérieuse ? Absolument. C'est Thomas qui a suggéré l'idée. Si vous avez été capable d'identifier toutes ces lacunes, il est logique que vous ayez aussi la capacité de les corriger. Jennifer désapprouvera sûrement cet arrangement. Son opinion est sans importance. Si elle veut conserver son poste de PDG, elle devra se conformer à nos exigences. Hélène dévoila ensuite le plan de rémunération. C'était le double de mes revenus précédents. J'ai failli renverser mon verre. C'est excessivement généreux. Cela reflète le tarif actuel du marché pour un consultant ayant votre expertise. Prenez-le ou laissez-le. J'ai accepté. Les 6 mois suivants se sont avérés atypiques. J'étais de retour chez Morrison Tech, mais je n'en faisais pas vraiment partie. Mon bureau était situé un étage en dessous de la direction. Je travaillais avec l'équipe d'audit, fournissant des informations contextuelles et soulignant les schémas que les données numériques seules ne pouvaient pas révéler. C'était à la fois fascinant et étrangement thérapeutique. Pour la première fois, j'avais la possibilité de percevoir l'entreprise avec clarté, sans être obscurci par l'ombre de l'épouse du PDG. Jennifer et moi nous évitions avec prudence. Nous nous croisions dans les couloirs et pendant les réunions et conservions une attitude polie, mais distante. Nous avons respecté les normes professionnelles et évité de revenir sur notre passé commun. La dissolution de notre mariage s'est déroulée sans incident. Nous avons partagé nos biens de manière équitable. J'ai conservé la propriété de l'appartement en centre-ville, tandis qu'elle a racheté ma part de la maison familiale. Nous avons réparti tous les autres biens comme si nous étions des associés liquidant une entreprise. En janvier, le divorce était prononcé. En février, les auditeurs ont terminé leur rapport. J'étais dans le bureau d'Hélène lorsqu'elle m'en a remis un exemplaire préliminaire. Il n'est pas particulièrement flatteur. Il énumère des inefficacités importantes, des décisions imprudentes et même des violations de la gouvernance d'entreprise. Cependant, les principes fondamentaux de la vision stratégique de Jennifer restent intacts. Ses initiatives numériques étaient judicieuses et ses objectifs de durabilité étaient en avance sur leur temps. Le rapport indique qu'elle pourrait rester à son poste sous étroite surveillance à condition qu'elle tire les leçons de ses erreurs passées. Que va-t-il se passer maintenant ? Demandai-je. Le conseil d'administration va se concerter avec elle, répondit Hélène. Soit elle accepte nos exigences, la surveillance, les changements et prouve sa capacité à diriger, soit elle peut présenter sa démission. Et si elle accepte, nous la surveillerons de près. Le conseil d'administration souhaite également prolonger votre contrat d'1 année supplémentaire. Le même accord, mais cette fois, vous aiderez à la mise en œuvre des mesures correctives. Vous agirez en tant que directeur des opérations officieux et vous nous rendrez compte directement. J'accepte, déclarai-je.
Cependant, j'aurais besoin d'une véritable autorité, le pouvoir de prendre des décisions. Je ne peux pas redresser la situation efficacement sans cela. Hélène sourit. Vous l'aurez. Hélène sourit. Vous. Le conseil d'administration a rencontré Jennifer le 3 mars, exactement 1 an après l'accident vasculaire cérébral de Richard. Personne n'a manqué la coïncidence. Je n'ai pas été invité, mais Hélène m'a contacté par la suite. Elle a fait remarquer. Elle l'a pris avec plus de calme que prévu. Elle a lu le rapport et écouté attentivement. Elle n'a présenté aucune excuse. Quelle a été sa réaction ? Elle a reconnu ses erreurs et demandé l'occasion de les réparer. Et Ryan Cooper ? Hélène hésita. Elle a mis fin à leur relation il y a 3 semaines, au motif qu'elle devait se concentrer sur l'entreprise. Cette révélation résonna en moi, non pas avec jalousie, ni avec fierté, mais avec la reconnaissance silencieuse qu'elle était en pleine transformation. Il y a encore autre chose, continua Hélène. Jennifer a demandé une audience privée avec vous. Elle a estimé que c'était indispensable. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés quelques jours plus tard dans un parc près de Green Lake, loin de l'entreprise et de tout ce qui s'y rattachait. C'était début mars, l'air était glacial, le soleil pâle, et la ville commençait à dégeler. Elle était déjà au bord du lac. Elle semblait différente, plus calme, plus douce, portant un jean et un pull, ses cheveux lâchés. Elle ressemblait davantage à la femme que j'avais épousée il y a des années. « Merci d'être venue, dit-elle. Hélène a laissé entendre que vous aviez des choses à dire. » J'ai réfléchi à l'année écoulée, aux circonstances qui ont mené à l'échec de tout. Je suis parvenu à une conclusion que vous connaissiez déjà avant cette réunion du conseil d'administration. Elle continua. Vous saviez déjà que j'avais l'intention de mettre fin à notre relation, et vous m'avez laissé faire, dans l'illusion d'avoir le contrôle. Ensuite, vous avez discrètement démantelé mon plan. Elle me fixait du regard. Vous auriez pu être cruel. Vous auriez pu révéler l'affaire, ruiner ma réputation et forcer ma démission, mais vous y avez renoncé. Vous avez simplement fait en sorte que je comprenne l'étendue de ce que j'avais gâché. Ses yeux restaient rivés sur moi. Je me suis trompé sur tellement de points, surtout en ce qui vous concerne. Vous n'étiez pas seulement un choix sûr ou quelqu'un qui avait épousé la fortune. Vous étiez ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans ma vie, et j'étais bien trop arrogante pour m'en rendre compte. Je n'attends ni pardon ni seconde chance. J'ai juste besoin que vous reconnaissiez que vous n'avez jamais été dispensable. Vous avez toujours été à la hauteur. C'est moi qui ai échoué. Je la contemplais, cette femme avec laquelle j'avais partagé 12 années de ma vie. Merci d'avoir dit ça. M'accorderez-vous votre pardon ? Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Reposez-moi la question dans 1 an. Elle esquissa un sourire faible et mélancolique. D'accord. Nous sommes restés là, silencieux, à observer des canards glisser sur l'étendue du lac. Je vais faire un excellent travail, déclara-t-elle doucement. À la tête de Morrison Tech. Je vais le prouver au conseil d'administration, à vous, à tout le monde. Je suis sûr que vous y parviendrez, répondis-je. Vous avez toujours exécuté les choses à la perfection une fois que vous avez décidé de prendre le bon chemin. J'ai signé une prolongation de contrat d'1 an fin mars. Le travail était épuisant, mais finalement épanouissant. Enfin, j'utilisais ma véritable expertise dans les domaines des opérations, de l'amélioration des processus et de la planification stratégique, au lieu de me contenter de divertir les clients. Je travaillais occasionnellement avec Jennifer. Nos interactions restaient purement professionnelles. À l'arrivée de l'été, Morrison Tech prospérait de manière indéniable. Les revenus s'étaient stabilisés, le moral des employés s'était considérablement amélioré et nous avions renégocié plusieurs accords, dont un avec Summit Tech, que Ryan Cooper avait accepté avec une grâce surprenante. En septembre, ma décision était prise. J'ai informé le conseil d'administration que je ne solliciterais pas de prolongation de contrat à l'expiration de mon mandat actuel, en mars. J'avais accompli ce pourquoi j'étais revenu. Lors de mon avant-dernier jour, Hélène m'a invité à déjeuner.
Vous allez nous manquer, dit-elle. Le conseil d'administration souhaite que vous restiez, en tant que directeur de l'exploitation, avec un salaire de cadre supérieur complet. J'apprécie l'offre, mais je dois la refuser. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que cela n'a jamais été conçu comme une solution permanente. Je suis revenu pour achever quelque chose, pas pour m'enraciner. Mon avenir n'est pas ici. Je lui ai parlé de l'entreprise de photographie naissante d'Alex et du plan stratégique que nous avions élaboré. J'avais enfin compris que je n'étais pas obligé de perpétuer un héritage ou de satisfaire les idées préconçues des autres. Je pouvais simplement être Mike Stevens, consultant, associé, aidant les créatifs à transformer leurs idées en entreprises viables. Mon dernier jour était le 2 mars. L'entreprise a organisé une modeste fête de départ. Jennifer a prononcé un bref discours. Mike Stevens a été un élément permanent de Morrison pendant 14 ans. Un collègue, un ami et, à l'occasion, une épine dans le pied quand j'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler mes erreurs. Les personnes présentes ont gloussé. Il a contribué plus à cette entreprise que la plupart des gens ne le savent, et plus à moi que je ne le méritais. Il va me manquer, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va construire ensuite. S'il y a une constante chez Mike, c'est sa capacité à construire des entreprises, même lorsque d'autres essaient de les détruire. Elle planta son regard directement sur moi en prononçant ces mots. J'ai compris le message implicite. Une fois que la plupart des personnes présentes étaient parties, Jennifer m'a cherché. « Puis-je vous parler ?» Nous sommes allés dans la salle de réunion vide. Elle m'a tendu une enveloppe contenant un chèque d'un montant à 6 chiffres. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Votre part de la résidence familiale. » Lors de notre divorce, je vous ai indemnisé pour votre part à la valeur marchande actuelle, mais sa valeur a considérablement augmenté depuis. Vous avez droit à la différence. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Tu avais raison. Je t'ai traité comme si tu étais insignifiante. C'est ma façon de me racheter. Je pliai le chèque et le glissai dans ma poche. Merci. Elle m'adressa un doux sourire. Non, merci de ne pas m'avoir anéanti quand tu en avais le pouvoir. Merci d'avoir encouragé mon épanouissement. Merci d'être resté fidèle à toi-même, même quand je n'ai pas reconnu ta valeur. Elle me prit dans ses bras. Sois heureux, Mike. Toi aussi. Elle s'éloigna. Je restai debout quelques minutes de plus à contempler la silhouette de Seattle, la ville où j'avais construit, perdu et reconstruit ma vie. Puis, j'éteignis la lumière et partis. 2 ans plus tard, un samedi matin, je suis assis dans un café de Capitol Hill, en train de lire le Seattle Times. La une me fit sourire. Morrison Tech annonce des bénéfices records sous la direction de Jennifer Morrison, PDG. L'article encense ses qualités de leadership et décrit comment elle a propulsé Morrison Tech dans le domaine de la technologie durable et des nouveaux marchés. Il y est mentionné qu'elle est fiancée à un architecte du nom de David Park. Aucune mention de Ryan Cooper. Cette histoire est close. Je suis heureux pour elle. Mon téléphone vibre. Alex envoie un SMS. Montage final tournage Eland terminé. Tu veux passer au studio? Réunion investisseurs la semaine prochaine. Faut que tu m'aides à avoir l'air d'un adulte. Je souris. Le Morrison Creative Group est en plein essor. L'entreprise d'Alex s'étend maintenant à la production vidéo, au tournage publicitaire et même au documentaire. Je m'occupe des aspects opérationnels et financiers afin qu'Alex puisse se concentrer sur les tâches artistiques. Nous connaissons une croissance constante et construisons quelque chose de substantiel. La porte s'ouvre. Quelqu'un prend la place en face de moi. « Désolé d'être en retard », s'excuse-t-elle. La circulation était infernale. Elle s'appelle Rachel. Elle est avocate commise d'office. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois lors d'un dîner. Elle est intelligente, pleine d'esprit et ignore tout de l'identité de la famille Morrison, une caractéristique que je trouve particulièrement attrayante. « Comment s'est passé le tribunal ?» je demande. « Long, frustrant, mais j'ai eu gain de cause. » « Bien sûr que tu l'as eu. » Elle prend une gorgée de mon café. « Qu'est-ce que tu lis ?» Je lui montre l'article. « C'est ton ex-femme ?» En effet, elle a l'air impressionnante. Elle l'est. Elle m'observe attentivement. « As-tu des regrets concernant le divorce ?» Je pense aux 12 années de mariage,
aux conséquences qui ont suivi, à l'acte de vengeance et à la reconstruction qui a suivi. Ce fut chaotique, douloureux, mais finalement libérateur. Non pas parce que je lui avais causé de la peine, mais parce que j'avais enfin découvert mon vrai moi. Non, répondis-je, c'était un événement nécessaire. Nous avons été importants l'un pour l'autre, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, je suis ici avec toi, et je commence quelque chose de nouveau. C'est suffisant. Elle sourit, se penche et me donne un baiser. Bonne réponse. Nous restons assis là, à boire du café, à tenir des conversations banales et à observer la ville qui palpite autour de nous. Plus tard, j'irai au studio d'Alex. Plus tard, je discuterai des chiffres financiers du prochain trimestre. Plus tard, je contacterai ma mère en Arizona et je lui donnerai des nouvelles de Rachel, de ma vie professionnelle et de la vie en général. Mais à cet instant précis, je suis juste là, un samedi matin, avec un café à la main, en compagnie de quelqu'un qui me procure de la joie. À cet instant précis, je suis exactement là où je dois être. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de connaître vos opinions. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne.